Bonjour à tous, vous regardez sur le web le magazine qui décrypte l'information en provenance du net. Aujourd'hui, nous parlerons de la guerre de propagande en ligne sur Internet entre pro-israéliens et pro-palestiniens. Vous découvrirez le premier film d'horreur réalisé avec un iPhone et vous serez ému par l'histoire d'une fille qui a cherché le soldat qui l'a soigné après un attentat. C'est parti. Encore une bonne nouvelle pour Tel Aviv. Facebook a annoncé avoir fait l'acquisition de Onavo, une start-up israélienne spécialiste de la compression et de l'analyse des données mobiles, ainsi que dans le suivi de la consommation. Selon les termes de l'accord, Facebook fera à la fois l'acquisition de la technologie, mais également des employés de l'entreprise. On estime que le réseau social a déboursé environ 150 millions de dollars pour clôturer le contrat. Onavo va poursuivre ses activités, elle va garder le même nom, mais son siège de Tel Aviv va devenir le bureau israélien de Facebook. Rien que ça, c'est donc plutôt à la gloire de la ville blanche qui va accueillir Facebook. Regardez à quoi ressemble l'application. Et puisque l'on parle de Facebook, sachez qu'il va être de plus en plus difficile de se protéger des demandes extérieures, ainsi que sur le réseau social Google+. Les deux entreprises ont modifié, sans totalement prévenir les internautes évidemment, qu'ils ont modifié, ils n'ont pas prévenu qu'ils avaient modifié les paramètres. Facebook a par exemple supprimé une fonction qui permettait à certains membres de ne pas apparaître lorsqu'on le cherche. Le réseau social a justifié la mesure en affirmant que les gens trouvent déroutant d'essayer de trouver quelqu'un qu'ils connaissent sans pouvoir le trouver dans les résultats. Oui, bon, ça se justifie. Et de son côté, Google a indiqué qu'il allait commencer à utiliser des photos de ses membres pour les publicités. Alors sachez, c'est assez amusant, vous le voyez à l'écran, les membres de Google+ ont remplacé leur photo profil avec la photo de Larry Schmid, qui est le président du réseau social. Comme ça, au lieu de voir leur tête sur des pubs, ils ont vu celle du président. Je me demande comment il a réagi quand il s'est vu sur des publicités. Allez, on fait un point high-tech et rapidement, une start-up vient de créer une application qui va rendre Instagram en 3 dimensions. En fait, la technologie donnera du reflet à vos images. Le cliché sera photographié de 4 angles différents. Le résultat est assez sympathique, regardez. Allez, on passe à notre dossier du jour. Il semble que les infographies pédagogiques sont présentes partout ces derniers temps. Il faut dire qu'elles sont un moyen efficace à la fois pour propager des informations et pour toucher directement les publics. Du coup, cet outil est très puissant. Vous avez remarqué, on a montré régulièrement dans notre émission des infographies et des vidéos de l'armée israélienne pour montrer sa cyberguerre contre des organisations terroristes. On le sait, son but est de convaincre. Les militants de la cause pro-palestinienne ne sont pas en reste. Un collectif d'architectes et de designers du nom de Visualizing Palestine raconte sa vision du conflit, donne ses données et présente ainsi le conflit israélo-palestinien sous un angle plutôt créatif. Certains graphiques, par exemple, se proposent de présenter le système des routes, tandis qu'un autre montre une carte de Jérusalem pour prouver que tout est politique. Le collectif travaille avec des militants de Ramallah, Amman, Beyrouth, Paris et Londres. Je vous propose de regarder un de leurs clips, on en reparle tout de suite après. لو جيت في يوم ثاني بروح معاك. ما أدخل. طب اسمع علي. بتطلعوني برا المدرسة عشان أطبق. Ahmed spent 18 days in jail. He's now under house arrest for the next year. Every year since 2001, more than 500 Palestinian children just like Ahmed have been detained by the Israeli military. Most were taken from their beds late at night, and next year there will be another 500 stories just like Ahmed. These injustices do not go undocumented. Stories like Ahmed's are recorded and compiled into reports by human rights organizations annually. But do you ever read them? Visualizing Palestine transforms these complex reports into engaging visuals, giving you the context simply and effectively, so you can share Ahmed's story with other people who care about social justice. Our stories are being used by journalists, academics, and activists. They've been published by major media outlets and even posted on subway billboards. Today, our stories are already being seen by millions of people around the world. But if the whole world is paying attention to stories like Ahmed,
Voilà, je rappelle que c'est un clip réalisé par un collectif pro-palestinien et qu'il faut prendre les données avec ce fait en tête. Et j'accueille sur ce plateau pour parler de cette guerre de la propagande sur Internet Jérôme Bourdon, sociologue des médias. Vous êtes professeur à l'Université Tel Aviv. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder quelques images d'une vidéo. Vous allez le voir à l'écran, c'est du même style. Ça a été réalisé il y a 2 ans, cette fois-ci par un collectif pro-israélien contre des résolutions de l'ONU jugées partiales. On voit quelques images à l'écran. Professeur, comment est-ce que vous expliquez cette tendance au recours à l'infographie dans la guerre de communication ? Elle prolonge une tendance très ancienne qui a une guerre de communication entre Israël et Palestine qui s'est exercée sur tous les champs des médias très tôt. On pourrait remonter facilement au début le rôle de la télévision dans la première guerre du Liban en 82 qui a été centrale pour la première fois. Mais sans faire tout l'historique, voilà, on a cherché à mobiliser tous les moyens de la communication. Et très naturellement, cette guerre s'est déplacée sur Internet. Ça a commencé par la surveillance des grands médias. Il y a eu beaucoup de sites de surveillance, de média monitoring, essentiellement du côté pro-israélien pour des raisons de ressources, pas pour des raisons de fond. Et puis maintenant, on cherche à prendre la parole de façon originale, sans surveiller les autres, mais dire on a quelque chose à dire, qui peut passer sur le net par des vidéos virales, qu'on espère virales, de ce type. Parce que notamment vous avez parlé vous faites référence je crois à la seconde intifada avec ces organisations pro-israéliennes qui jugeaient les médias streaming de mainstream, c'est-à-dire les principaux médias français pro-palestiniens. Il y a eu des contre-films qui ont été faits, je pense notamment au film Décryptage. Et c'est vrai que là il y a un tournant avec Internet, la contre-communication, la guerre de communication se fait maintenant davantage sur Internet plutôt que dans les salles de cinéma ou les chaînes principales. Je pense qu'elle se fait encore partout. C'est-à-dire que les chaînes principales ont encore un rôle très important à jouer. En part d'audience, malgré tout, un grand journal, une grande chaîne, dans n'importe quel pays, touche plus que n'importe quelle vidéo virale. Il faut vraiment en être conscient que l'âge du tout Internet n'est pas arrivé, même si on continue de l'annoncer. Je dirais de façon un peu caricaturale que ce genre de choses, ça intéresse d'abord vous et moi, c'est-à-dire les journalistes et les spécialistes de com qui disent « Ah, il se passe plein de choses ». Si on regarde, on sait très bien que ça touche d'abord ça atteint d'abord les déjà convertis, les gens et ensuite ils mettent ça sur la page Facebook avec excitation dans leur bulle militante spécifique pour déborder, atteindre les gens qui sont indifférents ou qui sont du bord opposé et les toucher, c'est beaucoup plus difficile quels que soient les moyens qu'on investisse. Alors justement, je voulais vous demander, vous faites une parfaite transition, comment est-ce que vous jugez l'efficacité de ces vidéos, parce que vous dites finalement que ça ne touche que les personnes qui sont déjà convaincues? Moi, je pense que c'est extrêmement, encore une fois, il y a une raison supplémentaire en plus. D'abord, ce type de vidéo ne touche que les déjà convaincus parce que à l'inverse d'un grand journal, une grande chaîne qui fait 40% de part d'audience, l'Internet c'est du choisi, même s'il y a de la glisha, du surf, on arrive sur des choses qu'on n'attendait pas. Néanmoins, c'est plutôt un choix qu'on fait. Donc, et en plus, et c'est très important, sur le conflit israélo-palestinien, c'est le conflit le plus couvert par les grands médias sur le long terme, sans aucun doute. Donc les gens sont saturés d'infos sur le conflit israélo-palestinien. Pour chercher encore de l'info, il faut être un journaliste ou un militant ou un sociologue des médias. Et au-delà, je pense que ça aura beaucoup de mal à toucher. J'interprète ça plutôt comme un signe d'impuissance. Sur le terrain, il ne se passe pas grand-chose. La situation est très bloquée, comme on le sait. Et donc, il y a une espèce d'un surplus de communication qui me paraît tourner assez largement à vide. Donc en fait, quelqu'un qui rentre chez lui après le travail, qui n'est pas partie prenante ni pro-palestinien ni pro-israélien, ne va pas forcément cliquer sur la vidéo qu'il voit en faveur de tel ou tel camp. Il n'a pas que ça à faire en rentrant chez lui. Il en a déjà assez entendu aux infos. Il va regarder une bonne série sur HBO, effectivement, il a déjà les infos. Israël-Palestine, il a déjà le sentiment, cette personne que vous décrivez, déjà le sentiment qu'elle en a déjà beaucoup entendu parler. Donc encore une fois, ça circule beaucoup sur les pages Facebook, sur les liens. Et quand on voit les débats derrière, on voit que lorsqu'il y a des gens hostiles qui regardent ces vidéos, c'est pour les agonnières d'injures dans la série des talkbacks et des échanges qui suivent lorsque c'est accessible, notamment sur YouTube. On voit des bagarres où on perd de vue la vidéo et on voit les vieilles bagarres, les vieilles polémiques qui ressurgissent indéfiniment. Simplement, pour terminer, c'est assez original de voir que ce ne sont pas des États, ce ne sont pas des gouvernements qui sont à l'origine de ces vidéos, mais c'est la société civile finalement qui s'empare du débat. Oui, alors c'est la société civile, ça c'est important, parce que la société civile, et notamment si c'est des groupes militants suffisamment intelligents, ils ne vont pas faire des vidéos de propagande trop lourdes, ils vont donner beaucoup de données, ce qui est le cas dans la vidéo qu'on a vue, et leur chance c'est que ça soit utilisé de façon pédagogique, par des gens qui sont légèrement militants, mais pas trop, que ça renforce des gens qui sont déjà un peu convaincus, un peu pro-palestiniens, un peu pro-israéliens. Une vidéo comme celle qu'on vient de voir, elle a une qualité pédagogique incontestable, donc elle pourra trouver un public, je pense, par ce biais-là, dans des réunions, on cherche à atteindre à la marge un public supplémentaire. Mais encore une fois, ça sera un phénomène marginal en termes de nouveaux convaincus.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Tel Aviv et donc sociologue spécialiste des médias. Merci. On va en France, vous connaissez tous la gare du Nord à Paris, vous en avez au moins entendu parler pour les actes de violence qui l'entourent. Ce que vous ne savez pas en revanche, c'est qu'un web documentaire puis un long métrage ont été réalisés le mois dernier. Claire Simon, la réalisatrice, a passé 6 mois dans la gare du Nord pour les besoins de son long métrage. Voilà comment elle décrit le projet. Vivez une expérience web qui vous plonge dans la gare du Nord. Explorez 15 tableaux interactifs, empruntez les escalators, montez, descendez, bougez comme si vous y étiez. Glissez-vous dans la peau d'un voyageur, explorez les différents niveaux de la gare et découvrez une ambiance différente en fonction de l'heure à laquelle vous vous connectez. C'est donc, vous l'avez compris, une balade dans le cœur de la gare RER et de la gare TGV dans les allées du centre commercial qui vous est proposé. C'est un voyage géographique, mais aussi dans le temps, parce que je vous l'ai dit, vous pouvez vous connecter selon différents moments de la journée. Voilà à quoi ça ressemble. Documentary of God and all. Pour draguer, c'est bon comme job, non? La tenue, mais je me gêne pas des fois. À l'intérieur du photomaton, c'est sa maison. Dans les négociations, vous arrivez toujours à ce que... Ouais, bon, perso, la gare du Nord, peu importe comment vous me la présentez, ça ne me fera jamais rêver. Allez, on retourne brièvement en Israël pour une histoire très émouvante. Je vous présente Racheli Haddad. En novembre 2000, Racheli a 8 ans. Elle se trouve dans un bus pour enfants lorsque celui-ci est la cible d'un attentat terroriste palestinien. Racheli est blessée, sa mère aussi. Tout près de l'attentat se trouve Yaniv Peretz. Il est soldat de Tzahal depuis quelques mois à peine. Il entend l'explosion et court sur place. Il est le premier à arriver et à s'occuper des blessés. Il viendra même leur rendre visite à l'hôpital pour prendre de leurs nouvelles. 13 ans après, Racheli a posté sur Facebook la photo de l'article qui relate cet événement avec une demande « Aidez-moi à retrouver ce soldat, je veux le remercier ». En quelques heures à peine, des centaines de personnes ont partagé son annonce sur Facebook. Le jour même, Racheli a posté le message suivant « Merci à tous, grâce à vous, Yaniv a entendu parler de mon annonce et il m'a contacté. J'aime quand la magie de Facebook opère pour ce genre de choses. » Jaume Colette Serra, vous ne le connaissez peut-être pas, il est espagnol. Il vient de produire le premier film d'horreur entièrement filmé avec des iPhones. Le long métrage fait déjà le tour de plusieurs festivals. Alors l'histoire est la suivante, je vous raconte rapidement. Tonio et Peter sont 2 jeunes Américains en vacances à Barcelone. Oui, le producteur est espagnol, mais c'est un film d'horreur, donc on prend des personnages américains, c'est plus drôle. Ils sont en vacances pour faire la fête et surtout pour rencontrer des filles. Dès leur première soirée, ils rencontrent des filles qu'ils draguent et qu'ils ramènent à la maison. Vous sentez là la pression qui monte, il les ramène à la maison. Les choses ne se déroulent pas comme prévu, sans aucune possibilité de fuir. Ils doivent faire face à leur pire cauchemar. Regardez la bande-annonce. Quoi? Hello? She must be up here. Hello? Hello? Yo! Voilà, sachez que nous avons retiré les passages les plus osés, aussi les plus sanglants. Si vous voulez voir la bande-annonce en entière sur Internet, le film s'appelle Hooked Up. Allez, on va passer au sujet décalé, c'est l'œil du net. La folie GTA V atteint tout le monde, même la Maison Blanche. Good morning, everybody. Earlier this week, the Republican House of Representatives chose to shut down a government they don't like over a healthcare law that they don't like. Now, I've talked a lot about the real-world consequences of this shutdown in recent days. The services disrupted, the benefits delayed. The public servants kicked off the job without pay. But today, I want to talk about one thing that's positive about this situation. I finally get to play Grand Theft Auto 5. Hell yeah! This is an historic day. Now you can finally see naked breasts in a Grand Theft Auto game. Despite the shutdown, police officers continue to serve with skill, honor, and integrity.
which makes it extremely difficult to punch a hooker and get away with it. In America, we don't pass up an opportunity for a sweet jump. Holy shit, Michelle, did you see that? Ouais, bon, vous l'avez compris, c'est pas réel, hein, c'était pour plaisanter. Alors on finit avec parfois la nourriture chinoise qui inspire des pseudo-artistes. 我宁可现在做个松饼，我告诉你，你就加些松饼粉，可能加个蛋。哎，你今天锁我的门了吗？哦，我们再加个鲜牛奶，500cc 就够了。哎，我的杯子呢？算了，倒进去随意就行了。After falling, I go clubbing, then I'm hugging, then I'm hungry, and I'm walking on the street, and I'm getting grumpy. I see chow by my right, I smell food in the air. It's Chinese food, my favorite, so I'm getting hungry. Ouais, alors vraiment, il y en a qui ont du temps à perdre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, même heure, même endroit. D'ici là, on garde le contact via Twitter. À demain, vous manquez déjà.